Les suffragettes ont parfois eu recours à des méthodes assimilées par certains historiens à du terrorisme. Si certains réfutent ce terme et lui préfèrent le qualificatif de vandalisme, arguant du fait que les propriétés et bâtiments que des suffragettes ont détruits ou incendiés étaient vides, il y en eut 250 en 6 mois en 1913. L'historien Simon Webb rappelle que Mary Lee et d'autres suffragettes ont mis le feu à un théâtre, avant d'y faire exploser une bombe, alors que des gens étaient à l'intérieur. Elles ne furent cependant pas accusées de terrorisme, car ce crime n'existait pas à l'époque, et furent poursuivies pour avoir causé une explosion de nature à mettre en danger la vie d'autrui. Les suffragettes britanniques ont surtout eu recours aux attaques à la bombe à partir de 1912, en ciblant notamment des lieux touristiques et des églises dont la Tour de Londres, l'abbaye de Westminster, la cathédrale Saint-Paul, la Banque d'Angleterre, causant notamment des dommages à des pièces exposées au British Museum et à la National Gallery. En 1913, la militante Emily Davison fait sauter une bombe au domicile du chancelier David Lloyd George. La bombe ayant soufflé les vitraux de la cathédrale de Lisburn en 1914, attribuée aux suffragettes, représente à la fois la première explosion de bombe du XXe siècle en Irlande, précédant celle de l'IRA, et la dernière bombe posée par les suffragettes. Elle explosa le jour de l'entrée en guerre du Royaume-Uni, après quoi la plupart des suffragettes stoppèrent leurs activités et s'impliquèrent dans l'effort de guerre. L'historienne Fern Riddell découvrit qu'en plus des bombes, les suffragettes envoyèrent des courriers piégés, méthode dont elles sont les inventrices, selon Simon Webb, contenant des flacons de phosphore qui se brisaient lorsqu'il était manipulé, occasionnant de sévères brûlures chez les postiers. Fern Riddell affirme qu'en 1913, les suffragettes étaient un groupe terroriste très organisé, et selon elle il ne fait aucun doute que tout ceci a toutes les caractéristiques de ce qu'on définirait aujourd'hui comme du terrorisme. Elle cite aussi les propos de la police et des suffragettes, employant tous deux l'expression de règne de terreur pour qualifier la campagne menée par les suffragettes, ou les journaux de l'époque titrant sur le terrorisme suffragette. Pour Fern Riddell, certains détails indiqueraient qu'au cours de leurs dernières années, il y eut une tentative coordonnée des suffragettes pour effacer leurs actions les plus violentes des ouvrages de mémoire publiés. La principale suspecte de l'attentat à la bombe qui a fait au moins 6 morts ce dimanche à Istanbul a été arrêtée. Selon la police turque qui a procédé à d'autres arrestations, cette jeune Syrienne affirme avoir agi sur ordre du PKK. En lutte armée contre Ankara depuis près de 40 ans, le Parti des travailleurs du Kurdistan a pour sa part démenti tout lien avec l'attaque. Également accusés par la Turquie, les Kurdes syriens ont eux aussi nié toute implication. Ce lundi, le maire d'Istanbul s'est rendu sur les lieux de l'attentat. Nous allons prendre nos responsabilités et tout faire pour qu'Istanbul soit à l'avenir plus sûr pour nos habitants et pour les touristes, a-t-il déclaré. Et personne ne doit douter que nous y parviendrons. Parmi les victimes de l'attentat commis sur l'artère commerçante d'Istiklal figure une fille de 9 ans tuée avec son père et une adolescente de 15 ans morte avec sa mère. D'après les services de renseignement, une femme anglaise serait impliquée dans l'attaque. Il y a de fortes présomptions que ce soit Samantha Looswaite, son surnom, la Veuve Blanche. Selon les agences de renseignement occidentales, la Veuve Blanche serait aujourd'hui la femme terroriste la plus recherchée au monde. L'histoire de Samantha Looswaite commence ici, à Aylesbury. Une petite ville de 70 000 habitants, à 70 km au nord-ouest de Londres. Une famille de la classe moyenne, père militaire et mère au foyer. Elle grandit dans l'une des maisons toutes identiques de cette rue. À 11 ans, ses parents divorcent. Pour Raj Khan, ancien voisin et ami proche de la famille, c'est un premier tournant dans sa vie. On lui a présenté une famille de nos amis. À l'époque, elle avait vraiment besoin de réconfort. C'est à ce moment-là qu'elle a développé une attirance tout à fait saine pour l'islam. La seule chose qui ressortait d'elle, c'est qu'elle était une jeune enfant innocente, sans aucun signe d'extrémisme. Rien ne pouvait nous faire penser, ni à moi, ni à la communauté musulmane, que cette jeune femme pourrait se radicaliser. C'était juste une jeune femme pacifique.
Il faut dire qu'ici l'islam est très présent, attirant pour une jeune ado un peu perdue. À Aylesbury, seulement 10% de la population est musulmane, mais dans son quartier en particulier, même les petites filles portent le voile. Au milieu des maisons, la seule mosquée de la ville, où Samantha récite ses premières prières. Un souvenir difficile à assumer pour Nikem Hussein, ancien maire et lui-même musulman. Il craint que l'image de la ville et de la communauté musulmane soit écornée. Pour une petite ville de province, être au cœur de l'actualité mondiale, c'est effarant. Nous sommes une petite ville tranquille, où les habitants vivent bien ensemble, avec les mêmes problèmes que dans les autres villes de cette taille. L'emploi, le logement, comme dans toutes les communautés. Honnêtement, je peux vous dire que nous ne sommes pas un terreau ni de radicalisme, ni de fondamentalisme. Mais il y a des salafistes ici? Oui, mais ils sont très bien, ils ne font que prier. Ils n'ont pas de lieu de rencontre, ils ne font rien de différent de ce que font les autres. Si ce n'est pas ici que Samantha se radicalise, c'est à Londres pendant ses études de religion. En l'an 2000, deuxième tournant dans sa vie. À l'université, elle rencontre Jermaine Lindsay. Tous les deux sont convertis à l'islam. Ils se marient, ont un fils. Samantha échange le voile pour le niqab. Puis, Jermaine Lindsay devient célèbre, un triste jour de juillet 2005. Ce que je vois, c'est beaucoup de gens très effrayés. Des milliers de personnes qui s'enfuient de la station King Cross. Il y a eu une énorme explosion dans la rue en face de moi. La seule chose que je vois, c'est le haut d'un bus complètement détruit. Le mari de Samantha se fait exploser dans le métro londonien avec 3 autres kamikazes. Bilan, 56 morts. L'Angleterre découvre que le pays abrite des terroristes islamistes sur son sol. La veuve éplorée, enceinte de leur deuxième enfant, est interviewée par le tabloïd Le Sun et voici ce qu'elle déclare. Tuer des civils innocents britanniques, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Pourtant, quelques mois plus tard, elle prend ses valises et ses 2 enfants et quitte l'Angleterre, destination la Somalie, et à son tour le djihad, dans le rang des Shebab, affiliés à Al-Qaïda. C'est difficile de comprendre la cause de sa radicalisation, mais c'est très probable que l'implication de son mari dans les attentats du métro de Londres soit cette cause. Les recrues occidentales sont devenues très précieuses pour Al-Qaïda, parce qu'elles sont moins suspectes, parce qu'elles n'attirent pas l'attention et qu'elles sont difficiles à détecter avec leur passeport européen ou américain. Pour Al-Qaïda, les Occidentaux ont beaucoup de valeur. Avec ce faux passeport sud-africain, sous le nom de Nathalie Faye, elle voyage sans éveiller les soupçons des services de renseignement. Elle disparaît complètement des radars jusqu'en décembre 2011. Ce jour-là, la police mène un raid dans une maison qu'elle habitait à Mombasa, dans le sud du Kenya. Elle y découvre des explosifs en grande quantité. Samantha Louthwaite réussit à s'échapper, un homme est arrêté, un autre Anglais converti à l'islam radical. Ensemble, ils prévoyaient de mener des attentats contre des lieux fréquentés par des Occidentaux. Samantha se voit affublée de son surnom, la Veuve Blanche. Son complice est jugé et jeté en prison. Un musulman converti, venu de l'Est de Londres, a comparu devant un tribunal au Kenya pour possession d'explosifs. 6 mois plus tard, la Veuve Blanche est accusée d'avoir jeté une grenade dans un bar rempli d'Occidentaux, à Mombasa. Bilan, 3 morts. La jeune fille timide, de la grande banlieue londonienne, est devenue l'une des figures du mouvement des Shebab. Tout au long de son parcours, elle a glissé entre les doigts des services de renseignement. Un profil trop atypique pour être repéré. Il y a des choses que les gouvernements peuvent faire pour empêcher la radicalisation. Mais ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Ils ne peuvent pas arrêter cette idéologie qui se répand dans une certaine jeunesse en manque de repères. Ce sera impossible d'empêcher la radicalisation de nouvelles Samantha Louthwaite à l'avenir. La Veuve Blanche insaisissable. Elle nargue même les autorités
en publiant un poème sur Internet, dans lequel elle écrit « Demain, ce sera peut-être le paradis. Je trouverai mon chemin pour le paradis. Je vois à quel point le djihad est beau. Il est vivant au Kenya, il est vivant en moi. Je respire le djihad. » C'était il y a un peu plus d'1 an, dernière fois que l'on a entendu parler de Samantha Loose-Waite, jusqu'aux attaques sanglantes de Nairobi cette semaine. Les femmes sont les premières complices du patriarcat. Voyons ici comment les féministes vous manipulent et vous mentent, dans un double discours contradictoire permanent. Pour vous embrouiller dans leur propagande victimaire. Elles font croire qu'elles sont victimes de violences, alors qu'en réalité c'est tout l'inverse, ce sont les féministes elles-mêmes qui prônent la violence et font l'éloge de la guerre. Le féminisme étant lui-même par nature une secte basée sur la violence, le terrorisme et la guerre. L'argument pervers des féministes est « la meilleure défense c'est l'attaque », pour légitimer la criminalité et délinquance féminine en forte hausse. Les femmes n'ont jamais été autant violentes qu'à notre époque. Car l'égalité des sexes n'est qu'une forme de masculinisme, qui a pour but de masculiniser les femmes. Pour que les femmes deviennent pires que les hommes. Encore plus violentes, machistes, virilistes et sexistes. Le féminisme, c'est l'égalité dans le pire, mais jamais dans le meilleur. Les féministes se croient au-dessus des lois, car elles pensent avoir tous les droits. Elles prônent la violence féminine, sous le prétexte fallacieux d'égalité des sexes. Le féminisme c'est « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Ou comment le féminisme se transforme en masculinisme. Les féministes sont les premières complices du patriarcat, car elles reproduisent tous les codes du masculinisme, pour les appliquer aux femmes. Le féminisme c'est la violence gratuite légitimée et le sexisme féminin légalisé. Elles font croire qu'elles luttent contre la violence, alors que c'est tout le contraire, le féminisme incite et pousse à la violence constamment et depuis toujours. Elles font croire qu'elles sont dominées et opprimées alors que c'est tout l'inverse, elles font l'éloge de la domination féminine par leur ginarchie suprémaciste et leur girl power. Le girl power étant en soi une idéologie machiste et sexiste au féminin, qui a pour fonction de stigmatiser et humilier les hommes. Les féministes sont totalement complices du patriarcat, car elles reprennent tous les codes du masculinisme pour les appliquer aux femmes. Elles font l'éloge du virilisme et du machisme au féminin, exactement comme du masculinisme pour femmes. Elles réclament le droit de faire tout ce qu'elles reprochent aux hommes. Au final, le féminisme ne devient qu'un produit du masculinisme, qui a pour fonction de masculiniser les femmes, par un machisme et un virilisme féminin toxique de gauche. Les féministes font constamment l'éloge de la violence féminine, et elles adorent ça. Elles font l'éloge de la guerre des sexes depuis 60 ans et ensuite elles s'étonnent qu'il y ait des morts, féminicides. Décryptage du narratif, de l'imposture féministe totalement pervers et hypocrite. Comment les féministes font tout le contraire de ce qu'elles disent, dans une totale imposture et propagande médiatique. La fonction du féminisme étant d'instaurer une terreur intellectuelle et une psychose sociale. Dans un but électoraliste et populiste, pour récolter les votes des femmes. Le but du féminisme de gauche est de faire peur aux hommes, mais aussi de terroriser les femmes pour récolter leurs votes et ainsi gouverner par le chaos social. Le féminisme gouverne par la peur, comme tous les pouvoirs totalitaires. Les féministes font peur aux femmes, pour récolter leurs votes électoraux. Sous couvert de les protéger contre l'insécurité masculine, dans une mentalité politique paternaliste. Le but de la gauche féministe est d'infantiliser les femmes, pour mieux les contrôler et les déresponsabiliser. Diviser les hommes et les femmes, pour mieux contrôler les peuples. Le féminisme est toujours au service du pouvoir politique en place, pour diviser et créer des clivages sociaux. Instaurer le chaos et le désordre partout où elle passe, c'est le plaisir sadique et pervers des féministes. Voilà comment le féminisme de gauche est devenu complètement populiste, comme l'extrême droite. Le féminisme a bel et bien tué la gauche. Leur stratégie est toujours la même, la victimisation comme technique de manipulation. Provoquer pour ensuite se victimiser, c'est la stratégie féministe depuis toujours. Se poser en victime éternelle pour mieux légitimer leur violence féminine gratuite. Toujours sous le fallacieux prétexte de légitime défense. Sous couvert de résistance, de lutte et de combat, la violence féministe incite à la guerre contre les hommes.